Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez présenter votre équipe? Déjà, vous êtes qui? Alors, on est l'équipe WeAndroid. Ok. On est une équipe qui existe donc depuis 2012 et qui a été fondée par des anciens élèves ingénieurs de l'Université de technologie de Compiègne. D'accord. Ok. Vous êtes combien dans l'équipe? Aujourd'hui, on est 5-6. On est à 6 maintenant. Ok. Il y a quelques renouvellements, mais on arrive à renouveler les compétences, puis à recruter les vieux de l'association de robotique de l'Université de technologie de Compiègne, quand ils ont fini leurs études pour D'accord. passage. Vous les chopez à la sortie, On quoi. a besoin. C'est seulement les bons. Hein. Il y a un petit test d'entrée, mais c'est pas très compliqué, ça prend juste 3-4 heures. Ok. Du coup, vous avez fait la Coupe de France de robotique cette année. Tout à fait. Vous êtes arrivé à quelle place? 38e, il me semble, sur 130, je crois. Pas mal. C'est un bon score. Plutôt satisfait par rapport à ce qu'on était capable de faire. On espère toujours mieux, toujours atteindre les phases finales. Hein. Je pense que toutes les équipes aimeraient les atteindre. Ouais. Oui, il y a eu des bons matchs, il y a eu des petits ratés, mais c'est globalement plutôt satisfait. Très bien. Du coup, vous avez 2 robots et une énorme abeille, là. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu les actions que vos robots font? Donc on va commencer par le plus grand. Ouais, on va commencer par le grand robot. Le grand robot, lui, était conçu pour récupérer les balles dans les réservoirs d'eau. Ok. Donc on avait conçu ce système-là en pensant pouvoir récupérer toutes les balles d'eau propres et les éjecter par le haut. D'accord. C'est qu'il y a eu trop de soucis de coincement, le système n'a pas du tout fonctionné. Ok. Donc on a dû abandonner ça pendant la coupe. Les balles de la coupe en fait sont très rugueuses, enfin il y a beaucoup d'adhérence et donc du coup il y a beaucoup de phénomènes de frottait. coincement, ça nous a posé pas mal de soucis. Et puis on avait également pour le tri des balles d'eau propres et d'eau polluée. Donc l'idée c'était d'arriver ici dans le réservoir et d'avoir un coup à gauche, un coup à droite, ça se coince. Un coup à droite, un coup à gauche. D'accord. Pour orienter les balles au bon endroit. Alors du coup, système B, on va chercher le réservoir d'eau mixte, enfin d'eau sale. On récupère tout, il n'y a plus de tri, et on va les évacuer à l'arrière par une petite trappe qui est ici. Ok. Et on va les déverser dans la station. D'accord. Et puis on voit du coup à l'arrière aussi, on a une cuillère à miel qui vient donc taper sur l'abeille. Taper l'abeille, ok. Qui permet de faire la transition sur l'abeille. Voilà, tout à fait. Donc on a effectivement une belle abeille mécanique avec un montoir sur Ah oui. On a un système de verrouillage qui est l'abeille en elle-même en fait. Quand Ok. l'eau elle est bloquée. Et en gros, quand on vient appuyer sur le dessus de l'abeille, on vient propulser Ok. l'abeille comme les petites voitures avec leur montoir mécanique qu'on avait quand on était enfant. Et on Ça marchait bien. perçait le ballon. Ça marchait de façon un peu aléatoire en fait. On a pas mal de soucis à atteindre l'abeille parce qu'elle est vraiment dans le coin de la table. Et du coup on a un peu du mal à la déclencher. Après l'avantage c'est qu'elle est assez sensible donc même si on l'effleure à peine, parfois même juste en tapant dans la bordure ça suffit à la faire partir. Pratique. Ça reste une action mécanique. Stratégie, l'année prochaine, on commence en bourrinant dans la bordure. C'est ça. C'est un héritage des cabines d'essayage de l'année dernière, d'il y a 2 ans. Avec des rouleaux là. Ouais, c'est ça. Oui, ça plaît. Effectivement, on appuyait bien fort dessus, c'est beau qui tremblait. Ok, et donc le petit robot. Et du coup, le petit robot, en fait, c'est notre robot de l'année dernière qu'on a recyclé. Donc, lui, il a participé à la Coupe 2017. On lui a refait des bras pour qu'il soit un peu plus petit et qu'il rentre dans le périmètre du petit robot de cette année. Et en gros, il va avoir 2 fonctions principales. La première, c'est de venir allumer le panneau domotique qui est derrière en appuyant sur l'interrupteur. Et la seconde, c'est que, étant donné qu'il a en fait ses pieds format un V, on arrive assez facilement à pousser les cubes avec et à les ramener dans la petite zone de construction. Donc, D'accord, réutilisation de la forme sans modification et ça suffit. Une paire de bras à l'imprimer et puis on est reparti. Ok. Bizarrement, la crème poussée fonctionne plutôt bien puisqu'elle est assez robuste. Il n'y a pas besoin de se placer précisément, on arrive toujours à rapporter des cubes dans la zone. D'accord. Alors, je vois que vous avez une structure qui est... Alors, celui-là, bon, c'est que de l'impression 3D.
Oui. J'ose même pas imaginer le temps d'impression de ce truc-là. Environ 200 heures d'impression. Ouais, d'accord. Ça fait plusieurs imprimantes ou vous avez... Non, seul. D'accord, vous avez designé ça en décembre et en espérant avoir quelque chose en avril, quoi. Non, on a designé ça en avril en l'imprimant pour mai. Ok. Alors pareil, ouais, La petite abeille. l'abeille est entièrement aussi en impression 3D. Tout à fait. Et là, par contre, vous avez beaucoup plus misé sur de la découpe de plexi, a priori, découpe laser. Alors toute la structure, oui, la structure, le squelette est quand même en impression 3D. Ouais, Par contre, effectivement, les plaques, les étages intermédiaires sont en découpe laser. ok. Alors après, on voit pas aussi, mais il y a aussi il y a un peu d'usinage en fait. On a des tiges en acier à l'intérieur des pièces qui font les angles, qui nous servent en fait à rigidifier un peu la structure. C'est quelque chose qu'on fait depuis quelques années maintenant. Ça permet de facilement faire des empilements d'étages en fait en découpe laser de façon assez rigide. Et pour faire du cosmétique et surtout pour faire les jonctions, les transitions avec les coques, Ouais. on fait une pièce qu'on vient mettre à l'extérieur par-dessus. D'accord. Ah oui, je vois les fixations. Alors, les fixations des plaques là, Ouais, tout à elles fait. sont juste clipsées en fait. C'est Donc ça. vous permet de les retirer hyper facilement. On peut les retirer extrêmement facilement. D'accord. Ouais, donc pratique pour travailler à l'intérieur. C'est extrêmement pratique, ça permet de les remettre assez vite aussi. Et non, c'est très bien. Ouais, c'est malin ça. Ok, du coup, qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté cette année? Est-ce qu'il y a eu des trucs particulièrement... Enfin, à part, ouais, alors il y a eu du coup le tri des balles que vous m'avez déjà dit. C'est Ouais. vraiment les balles qui accrochaient beaucoup plus qu'on ne pensait. Ouais, c'était le principal. On s'en serait beaucoup mieux sorti avec des balles de ping-pong en fait. Oui. Ouais. C'est une idée. Mais bon, après, c'est le jeu et c'est un peu la difficulté du truc. Hein. La preuve étant que ça fonctionne, il y a plein d'équipes qui s'en sortent bien. Donc voilà. On a ça, et puis après, on a toujours les éternels petits problèmes d'asservissement, de robots qui se perdent et tout. C'est ça. Alors, on utilise le même fond, tout l'asservissement est réutilisé depuis 1 ou 2 ans maintenant. Ouais. Donc ça évite d'avoir à refaire tout un asservissement complet, ce qui est très pratique, mais on corrige petit à petit des petits bugs qui restaient. D'accord. Donc là, ce que je vois, vous êtes sur des moteurs brushless avec des encodeurs externes. Tout à fait. Ok. Et donc ça, c'est une structure que vous aviez déjà designée avant et que vous avez réutilisée. Ouais, maintenant, ils ont les blocs moteurs, ça doit faire 3 ans, 4 ans qu'ils existent sous cette forme-là. Et les codeurs, on les a juste remodifiés il y a 2 ans maintenant. Pour déporter le petit codeur en fait, je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, il est décalé. Alors, le codeur est là. Qui vient faire poulie en fait, ce qui évite que les codeurs prennent des chocs, puisque comme on a voulu prendre tout petit pour pouvoir les intégrer dans n'importe quel robot, puisqu'en fait on voit pas dans ce robot là en fait c'est exactement la même architecture. D'accord, ah oui, effectivement. On a voulu prendre les plus petits de la gamme et ils sont assez fragiles, et notamment on les cassait assez régulièrement suite à un choc latéral ou autre. Donc là ils sont déportés, la roue codeuse elle est montée sur 2 roulements bien serrés comme il faut, donc elle peut prendre des coups autant qu'elle veut, et comme ça on casse plus de codeur. Et donc ça c'est des usinages, typiquement la roue là, c'est un usinage dans de l'alu, c'est ça? Ouais. C'est vous qui l'avez fait Alors, on l'a entièrement? dessiné, c'est un sponsor qui nous l'a usiné. D'accord. Mais effectivement après ça va encore plus loin que ça en fait, puisque les engrenages que vous voyez c'est la même chose. Ok. Les engrenages sont effectivement usinés aussi par un autre partenaire. Non, après c'est que la conception maison vraiment. Ok. Est-ce qu'il y a des éléments dont vous êtes particulièrement fiers, des trucs qui ont vraiment bien marché, qui n'étaient pas gagnés et qui ont plus fonctionné que ce que vous aviez prévu? Alors, ça n'a pas forcément bien marché, mais le design de l'abeille, Ouais. on en est assez fiers. Rose, qui a fait ce dessin, n'a malheureusement pas pu participer ce week-end. Mais C'est vrai que c'est assez esthétique, nous a quoi. fait designer à la fois de l'abeille. Ça fait maintenant 2 ans qu'on essaie de faire des robots un peu pour se faire plaisir plus que pour la performance, puisqu'on a compris que de toute façon la Coupe de France, voilà, il y a le petit dicton, le foot, il y a 11 joueurs sur le terrain, à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Bon, la Coupe de France, il y a 2 robots sur le terrain et à la fin c'est RCVA qui gagne.
sauf cette année apparemment. Mais en gros, dans l'idée, voilà, on est un peu parti sur des robots qui sont beaucoup plus esthétiques. On a gagné le prix de la communication l'année dernière avec celui-là parce que ça nous permet aussi, nous, de faire des actions de communication dans des classes, dans des ateliers autour du numérique, dans les villes, etc. D'accord. Donc c'est aussi une autre forme de la coupe qu'on n'avait pas du tout au début quand on a commencé. Et du coup, oui, voilà, maintenant on est assez content parce qu'on arrive à faire des choses qui sont assez jolies, on a plein de compliments et en fait c'est aussi un peu ça le plaisir de la coupe, quoi. D'accord, c'est intéressant ça. Vous faites des activités en dehors de... Oui, tout à fait. Avec des classes. Il y a un atelier autour du numérique où ils font beaucoup de programmation Lego, de l'impression 3D, des choses comme ça, dans la ville d'Orsay où l'assaut est hébergé. Et on essaye de passer quelques fois dans l'année pour essayer de montrer un peu. Généralement, on leur fait une démonstration des robots, on leur explique un peu comment ça marche. Et effectivement, le fait que ce soit des choses qui sont un peu familières avec le petit alien de Toy Story, ils aiment bien. Et eux, ils participent au trophée ou... Non, on n'arrive pas encore. Alors c'est un peu le projet, ça fait 2-3 ans qu'on essaye de les pousser là-dessus. Ils font la Robo-League. D'accord. Donc c'est moins bien. C'est déjà des robots, mais effectivement, ce qu'on adorerait réussir à faire, c'est avoir une participation jumelle en fait. On les emmènerait au trophée et nous on irait à la coupe à côté. Ce qui permettrait de réfléchir, de travailler un peu ensemble, quoi. Ouais. Parce qu'il existe pas mal de types de coupes de robotique, en quelque sorte. Il y a, en plus, maintenant, il y a des trucs avec des robots de combat, il y a des compètes de robots sumo en France. Il y a vraiment de quoi faire un peu tout, quoi, en fonction de ce que les gens apprécient. Mais c'est vrai que la Coupe de France de robotique offre l'avantage de... pouvoir facilement faire des designs un petit peu marrants et sympas, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les coupes. Alors un côté esthétique un petit peu, et ouais, là il y a du gros travail là-dessus. Les balises que vous avez sur le dessus, c'est repérage de l'adversaire. C'est repérage de l'adversaire, effectivement. Donc c'est des petits télémètres à balayage 2D qui couvrent 270 degrés et qui font des mesures régulières de distance avec du lidar. Okay. C'est offert aussi par un autre partenaire. Et dans l'idée, pour l'instant, effectivement, on s'en sert pour repérer l'adversaire à distance en venant taper sur le mât. Et on a aussi un autre projet, mais c'est pareil, ça fait 2-3 ans qu'on en parle et on n'en est toujours pas dessus. Ça serait de faire du positionnement absolu en plus, en fait, avec les balises qui sont sur le bord du terrain. Ça permet un peu de se repérer. Alors soit vraiment en faisant du repérage absolu au cours du match, en fusionnant ça avec les codeurs pour faire quelque chose de vraiment précis et beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable, j'ai envie de dire. Soit simplement en fait s'en servir de système d'alerte vis-à-vis des codeurs, en fait, être capable de dire bah non, la position que tu as là avec l'odométrie elle est complètement fausse. Ouais. Du coup il faut aller vers la bordure qui est dans cette direction là pour te recaler. Parce qu'ils ont une bonne résolution angulaire. Oui, on a un point tous les tiers de degré, donc ça permet de faire quand même pas mal de choses. Et puis la mesure est assez fiable aussi, on est aux alentours de quelques millimètres à 3 mètres. Donc ça nous permet vraiment de connaître vraiment la position exacte. Après, comme c'est de la mesure d'angle vis-à-vis des positions des différentes balises, on est beaucoup assujetti en fait à la précision de fabrication de la table. Et ça, on sait que depuis 2-3 ans, c'est un peu compliqué. Il faut une phase de calibration au départ, quoi. Ouais, ça serait limite ça. Ouais. Ok. Comment vous êtes organisé dans votre équipe par rapport à la fabrication des robots ? Est-ce qu'il y a une personne qui fait toutes les lecs pendant que l'autre fait toute la méca, ou est-ce que vous partagez les tâches ? Tu veux dire la conception ou la fabrication ? L'ensemble en fait, ouais. C'est globalement, il y a... certains sont plus orientés méca et vont faire plus la partie conception 3D, fabrication, assemblage. D'autres vont être plus orientés électronique, informatique, ils vont être plus plongés au niveau du code. D'accord. Même au niveau du code, d'ailleurs, entre le bas niveau et le haut niveau, il y a vraiment de quoi faire. Nous, on en a qui est plus dans la stratégie, pour réfléchir aux meilleures actions, aux meilleurs placements à avoir pour optimiser les déplacements. Ok.
Bon, après, c'est pas non plus complètement cloisonné, hein. Un mecha peut faire un peu d'infos et inversement. Ouais. Enfin, Oui, mais c'est un peu détaillesque, quoi. Le passage de l'un à l'autre, vous avez quand même des personnes qui s'intéressent vraiment plus à une partie, Oui, pendant que d'autres. Ok. Après, d'un point de vue électronique, en fait, on n'évolue pas tant que ça d'année en année, puisqu'on a des petites cartes maintenant qui commencent à bien fonctionner, donc on sait ce qu'on est capable de faire. Mhm. Ça permet assez facilement de se lancer et de. On n'a jamais eu de soucis en fait de trucs dans lesquels on s'est lancé en disant et finalement c'est infaisable parce qu'on peut pas le contrôler électroniquement ou l'utiliser dans le code, quoi. Ok. Il y a eu pas mal de changements cette année dans le règlement. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez trouvé moins sympas ou à l'inverse, est-ce qu'il y a certains points du règlement que vous avez trouvé vraiment intéressants cette année, que vous aimeriez bien voir l'année prochaine? moi, je trouve le mât central. Très peu d'équipes s'en sont servies cette année, nous non plus d'ailleurs, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes avec. On va sans doute essayer de réfléchir à voir s'il est conservé, peut-être pour repérer plus facilement les autres robots et réfléchir à la stratégie derrière. Puis sinon, oui, le changement des mâts aussi, des balises, du système de balisage. Ça, tu viens? Ah non, le support, les balises sur les côtés, ouais, intéressant. Et non, dans la partie action, effectivement, c'était sympa d'avoir un petit robot supplémentaire, une abeille. Ouais. En fait, ils ont essayé cette année d'avoir une action vraiment purement mécanique qui est l'abeille, une action purement informatique, information, qui était l'estimation des points. Et après, il était censé avoir une espèce d'action qui était censée être purement électronique, entre guillemets, avec le panneau domotique. Bon, l'objectif n'est pas tellement atteint sur la partie panneau domotique, puisque finalement c'est juste un élément de jeu en plus, mais pour le reste, oui, on est plutôt content, c'est assez intéressant. Ça permet aussi aux petites équipes de quand même faire des choses, et c'est un concept qui est sympa. Le but de s'amuser aussi sur la conception de l'abeille, c'est l'occasion de faire un truc. Alors c'est pas le plus efficace, on voit qu'on aurait mis une roue libre, ça aurait été beaucoup plus simple, mais faut s'amuser aussi, comme on disait tout à l'heure. Parce que du coup elle bascule pas, la fente a l'air vraiment petite en hauteur. Non, effectivement, il n'y a pas trop de soucis. Du coup, On est vraiment sur 3 roues au fond. Ok. Celle du milieu, c'est celle qui est freinée. Et après, c'est juste le gap sur le côté qui permet. D'accord. Et ça suffit à ce que ça tienne. Bien, ouais. Après, on a mis, c'est pareil, je sais pas si on voit bien à l'écran, mais il y a des petites, un petit autocollant en pomme, ce qui permet de glisser facilement sur la bordure. Okay. Ah oui, c'est vraiment tout en impression 3D, quand même. Les engrenages, Tout en impression 3D. Ok. On est à l'Electrolab ici, vous devriez faire habitude. Ah bah on a un peu d'impression 3D, mais il y a plus d'usinage. Disons que nous c'est pas un élément qu'on pousse en avant. On le pousse pour le design de pièces, pour le prototypage, ça ouais. Mais c'est vrai que pour la conception de pièces mécaniques, c'est un peu moins. Mais après, moi je trouve ça très intéressant. Pour l'esthétique, ce genre de truc, autrement qu'en impression 3D, c'est juste pas faisable, quoi. Enfin, c'est une vraie galère. Ou alors un centre d'usinage, ouais, non, mais... 10 jours d'usinage, etc. Mais oui, non, je suis assez d'accord. Mais c'est la partie esthétique qui est sympa, et puis en fait, même il y a un côté qui est très intéressant. Ici, vous avez 2000 m² d'installation, vous pouvez mettre des grosses machines qui fuient par terre et tout, c'est pas trop gênant, quoi. Alors que ça, en fait, c'est de la fabrication d'appartement. C'est que c'est beaucoup plus facile à installer. Mais là, il y a un truc qui est intéressant et qui fait partie justement des choses dont on parle entre nous pas mal à l'Electrolab, c'est la fusion entre plusieurs techniques. Et là, voilà, le support en plexi, parce que c'est une plaque, ça n'a aucun sens d'imprimer 3D un truc comme ça. Tout à fait. En plus, ça se découpe hyper bien et à un tarif ridicule. Enfin, voilà, c'est hyper facile à faire. Et puis après, certaines pièces qui peuvent être faites beaucoup plus facilement. Là, en impression 3D, ça aurait pu être de l'usinage aussi, mais pour du prototype comme ça, de toute façon, les robots de la coupe, c'est globalement que du prototype. À part certaines équipes qui ont le temps de faire un prototype et de passer en mode industrialisation derrière, globalement, la plupart des équipes bidouillent leurs robots jusqu'à la dernière minute. Du coup, oui, là, c'est le genre de choses qui a du sens.
Et ben merci beaucoup. Merci. Et puis bonne continuation. Vous avez un match contre qui là? Non, pas de C'est finale, fini. malheureusement, on a terminé 10e, je crois. Désolé. On se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine avec Avec plaisir. plaisir. Super. Merci. Merci. Ouais.